Oui, je voudrais revenir sur le constat et sur l'état de notre école avant de formuler des propositions. Je crois que la question de l'école est évidemment, et le sera pour l'élection présidentielle de 2012, une question cruciale. Et j'en veux pour preuve deux éléments. Le premier élément, qui n'est pas forcément celui qui est le plus connu du grand public, c'est la question du recrutement. Parce que cette année, et ça n'était pas arrivé depuis de très nombreuses années, voire plusieurs dizaines d'années, il y a eu des postes non pourvus au CAPES, et pas quelques postes, 1000 postes non pourvus au CAPES dans des disciplines aussi confidentielles que l'anglais ou les mathématiques. Ce qui veut dire que le vivier aujourd'hui dans les universités, le vivier de futurs professeurs, il n'est pas tari, mais il est considérablement réduit. Alors certes, la masterisation telle qu'elle a été menée n'a certainement pas encouragé les vocations. Vous savez que les jeunes professeurs qui démarrent aujourd'hui sont lancés dans les classes en service complet dès la première année, alors même qu'on leur a demandé par ailleurs de financer une année supplémentaire. Tout ça, évidemment, ce n'est pas forcément des conditions idéales. Mais il n'empêche. Si on regarde les candidatures donc, au concours de recrutement du CAPES depuis 10 ans, ce qu'on constate, c'est une érosion continue. Plus personne ne veut faire ce métier. Alors évidemment, pour moi qui considère quand même que c'est l'un des plus beaux du monde, eh bien évidemment, je trouve que c'est une question extrêmement cruciale, parce qu'en effet, bien la question du recrutement, c'est la question de l'avenir. Sans enseignants et sans enseignants qualifiés pour demain, d'école, il n'y en a pas. Et je dis qualifiés parce qu'on a beaucoup insisté sur la question de la professionnalisation de la formation, mais il faut savoir aussi quels sont les gens qu'on recrute. Je suis membre du jury du CAPES d'Histoire-Géographie depuis 4 ans, donc j'ai vu aussi une certaine évolution. Nous avons pourvu tous les postes. D'abord, on nous l'a demandé. Et soyez bien sûr que le ministère ne fait rien pour nous empêcher de pourvoir les postes. Il faut au contraire du monde. On a pourvu tous les postes pour la bonne raison qu'on ne souhaitait pas faire de vacataires à la rentrée 2011, parce que tous les gens qui auraient été collés auraient été recrutés par la NPE, avec un statut évidemment moins enviable. Mais il n'empêche que beaucoup des gens que l'on recrute depuis quelques années ont d'énormes lacunes. D'énormes lacunes au point que, personnellement, j'aurais du mal à envisager mes enfants devant certains de ces professeurs. Je ne parle pas de lacunes universitaires. Je ne parle pas de savoir si on est capable de s'intéresser de très près au débat sur la mondialisation ou le développement durable. Non, je parle de questions d'expression écrite, orale, de questions de syntaxe et même de questions de géographie courante. Vous pouvez demander aujourd'hui à un étudiant de CAPES de vous nommer les 5 fleuves principaux français, il aura beaucoup de mal. Donc ça, la question de la qualité du recrutement, elle est essentielle. Et évidemment, moins on a de candidatures, plus on prend les gens qui se présentent. Deuxième élément qui montre que cette question est cruciale, c'est l'explosion véritablement des cours privés. Alors cours de soutien, mais également enseignement privé, hors contrat. Vous savez qu'il y a des fondations maintenant, qui sont reconnues d'ailleurs d'utilité publique par le gouvernement, qui mettent en place des écoles privées hors contrat. Et ce que je crains véritablement, c'est la privatisation et le démantèlement du système d'éducation nationale à plus ou moins long terme. C'est la thèse d'ailleurs qui est défendue par Natacha Polony, que vous connaissez sans doute, dans son dernier ouvrage, lorsqu'elle imagine l'école en 2020, avec évidemment une libéralisation totale du système, des parents qui peuvent choisir leur école, avec un système par exemple de chèque éducation, où on retrouve tout en haut de la hiérarchie des écoles privées qui fonctionnent très bien, et tout en bas évidemment des écoles publiques à minima, pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Alors vous me direz, le constat est très, très pessimiste. Il n'empêche que l'évolution actuelle de l'école ne m'incite pas spécialement à être optimiste, parce que l'évolution actuelle, je la qualifierais d'obéissant à ce que j'appelle la règle des 3 moins. Moins de moyens, moins d'exigences, moins d'État. Moins de moyens, alors c'est un discours que nous avons un petit peu, sur lequel nous avons un petit peu évolué au SNALC, parce que le SNALC n'est pas le syndicat qui réclame des moyens, mais qui a souvent demandé de mieux les répartir. Mais il n'empêche, 70 000 postes supprimés en quelques années, on atteint véritablement la moelle épinière du système, même pas l'os. Et on le voit partout. Il y a une raréfaction de l'offre d'éducation, que ce soit en termes d'options, que ce soit en termes de surcharge des classes, que ce soit en termes d'accès à certaines voies de formation professionnelle ou technologique.
véritablement des classes de plus en plus surchargées et une offre éducative qui se réduit. C'est le constat que l'on peut faire depuis quelques années et surtout à cette rentrée. Moins d'exigences, là on ne sera peut-être pas forcément d'accord avec ma collègue du SNES, mais un exemple, le socle commun. Alors vous avez dû entendre dans différents projets politiques cette nécessité de mettre en place des écoles du socle commun. Un socle commun, je vous rappelle, c'est l'ensemble des compétences qui a été défini en 2005 par la loi Fillon et qui doit être acquise par l'ensemble des élèves à la fin de la scolarité obligatoire. Le socle de connaissances, enfin de compétences d'ailleurs, parce que ça a beaucoup évolué dans sa terminologie, le socle de compétences, qu'est-ce que c'est? C'est une acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Surtout de savoir-être. Ce qui veut dire qu'en fait, on assigne à l'école une mission qui n'est plus tellement celle de transmission de savoir, mais de normalisation des comportements. Dans le socle commun tel qu'il est évalué de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, et qui est évalué à travers des livrets de compétences, si vous êtes parents ou grands-parents, vous verrez peut-être ces livrets ramenés par vos enfants ou petits-enfants. Dans ces livrets, eh bien, on demande d'évaluer un petit peu de savoir, une espèce de SMIC culturel, soyons clairs. Et par contre, vous avez énormément d'évaluation de comportement, les fameux savoir-être, c'est-à-dire savoir travailler en équipe, savoir mener une action collective à l'extérieur de l'établissement, c'est-à-dire véritablement une espèce de formation ou de formatage des jeunes élèves qui est pour le moins inquiétante. Paul Constant parlait tout à l'heure du toute instruction, dans lequel serait l'école aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est l'inverse. On est dans l'école du toute éducation et on a particulièrement oublié l'instruction et les savoirs. Alors, le toute éducation qui est vraiment vu comme cette normalisation des comportements. On essaye en quelque sorte de faire de bons petits citoyens. Vous savez que le mot citoyenneté, on l'a à la bouche constamment à l'école, mais sans trop savoir ce que ça recouvre. Et sans trop s'interroger non plus pour savoir si justement cette citoyenneté ne s'acquiert pas d'abord par les savoirs avant de passer par l'imposition justement de règles de comportement. Donc moins d'exigences notamment à travers ce socle. On parlait de la société de la connaissance, des objectifs de Lisbonne. Il y a quand même des chiffres de l'OCDE qui sont très parlants. C'est le besoin de main-d'œuvre très qualifiée pour les années à venir. Ces besoins en main-d'œuvre très très qualifiés ne vont pas au-delà de 10%. Mais par contre, l'OCDE le dit très clairement dans chacune de ses publications, on aura besoin de plus en plus de travailleurs polyvalents, adaptables, avec justement les fameuses compétences telles qu'elles peuvent être définies dans le socle commun français. Alors c'était Nico Hirt dans un article du Monde diplomatique qui expliquait que l'employé polyvalent vu par l'OCDE, c'est un petit peu l'employé du bar TGV, c'est-à-dire qui est capable de parler un petit peu d'anglais de communication, qui sait globalement s'exprimer en français, qui sait utiliser les TIS, technologie de l'information et de la communication, à travers le terminal carte bleue du bar. Voilà, c'est un petit peu caricatural, mais c'est ça. Donc la société de la connaissance, oui. 50% de licenciés, oui. Mais malgré tout, les besoins de qualification sont un petit peu différents sur le terrain. Moins de moyens, moins d'exigences, moins d'État dans l'école actuelle. Vous le savez également, la tendance, c'est à l'atomisation de l'enseignement et de l'éducation nationale, avec ce qu'on appelle le développement de l'autonomie des établissements. Alors ça aussi, ça obéit à une règle très simple, puisque l'école ne fonctionne pas et qu'on ne peut pas la réformer par le haut, eh bien, laissons le terrain, finalement, laissons les acteurs de terrain s'organiser entre eux, et puis en fonction des bonnes pratiques qui émergeront ou non, eh bien, on les généralisera ou pas. C'est en quelque sorte, finalement, une espèce de loi de l'offre et de la demande que l'on applique. Et c'est une logique tout à fait libérale. J'en veux pour preuve le développement dans l'enseignement prioritaire, l'éducation prioritaire des établissements éclairs, depuis l'année dernière. Ce sont des établissements où on peut faire à peu près ce que l'on veut en termes de programme et où les chefs d'établissement recrutent directement les personnels dont ils ont besoin. Alors on peut se dire qu'en effet, ça correspond à des besoins de terrain. Le problème du moins d'État et de cette autonomie, c'est que la question aussi, on revient à la question suivante, c'est quel projet nous avons pour notre société à travers notre école. Et je vous rappelle que l'école en France est fondamentalement liée, et son développement, à la fondation de la nation et d'une culture commune. Des établissements autonomes,
dispensant un enseignement adapté au terrain en fonction de groupes de pression, de communautés diverses locales, ce n'est pas la République. Hein, c'est autre chose, c'est un service qui est assuré aux usagers, mais ce n'est pas l'école telle que nous l'avons connue et telle que nous la souhaitons. Alors, je vais conclure sur ce constat. L'école va mal. Tout le monde est d'accord. Il y a quelques années encore, ce n'était pas forcément le cas, et on nous expliquait que finalement, on était d'affreux catastrophistes. Ce n'est plus le cas, le constat est établi, mais le problème, c'est que les solutions qui sont proposées sont souvent ahurissantes, notamment en cette période de pré-campagne présidentielle, avec des projets qui sont tout à fait convergents. C'est-à-dire qu'on nous explique finalement que pour résoudre la question d'une école qui ne fonctionne pas, il faut appliquer comme solution les causes finalement du problème. Eh bien, par exemple, si l'école ne fonctionne pas, ce serait forcément la faute du statut des enseignants, c'est forcément la faute des rythmes scolaires, c'est forcément parce que l'école n'a pas évolué. Or, c'est l'inverse, et nous le savons bien. Si l'école est aujourd'hui, si l'école va si mal, c'est parce que justement, elle a renoncé à un certain nombre de ses missions. C'est parce qu'elle a laissé rentrer justement la société également au lieu de s'en protéger. Et puis, bien évidemment, les projets qu'on nous propose ne feront, à mon sens, qu'accentuer le mal. Donc je pense qu'un autre projet, évidemment, est possible. Il peut se construire, par exemple, ici. Alors, il doit se construire autour de quelques questions. Bon, je vais aller très vite. La question de la formation, évidemment, des enseignants, mais pas pensée de manière duale entre professionnalisation ou instruction, mais bien dans la construction, justement, d'une formation sur le terrain, notamment par le compagnonnage avec des enseignants expérimentés. La question du collège également est à revoir, l'école primaire bien évidemment. Xavier Darcos avait amorcé une réforme qui n'était pas inintéressante, mais le collège, on n'y a pas touché. Et puis, si on doit penser réforme du statut des enseignants, ce n'est certainement pas en les obligeant à rester 35 heures dans l'établissement. De toute façon, soyons clairs, je l'ai dit en introduction, des enseignants n'en trouvent plus. Alors leur mettre des conditions de travail qui sont déjà difficiles, les aggraver encore davantage, je crois que ce n'est véritablement pas la solution. Je vous remercie.